L'intervention que je vais vous proposer aujourd'hui vise à mettre en regard la réalité des données, la réalité politique des données en termes de prescription aujourd'hui et la réaction finalement des chercheurs vis-à-vis de ces prescriptions, vis-à-vis de ces infrastructures. Donc le but est véritablement de mettre en discussion ces deux dimensions pour voir dans quelle mesure ce qui est proposé aujourd'hui autour des données de la recherche convient ou pas, va dans le sens ou pas des nouvelles manières de faire de la science. Alors, mon propos va s'organiser en deux temps. Je vais d'abord un petit peu discuter des valeurs au pluriel qui sont organisées par différents types d'acteurs autour de l'univers des données de la recherche. Et ensuite, questionner justement la manière avec laquelle ces valeurs répondent véritablement à un besoin ou de la recherche, ou plutôt un besoin plus socio-économique. Alors, lorsqu'on parle des données de la recherche, il est intéressant de faire un petit retour historique, contextuel, et on peut voir que la notion de données de la recherche, dans l'objectif de la mettre en diffusion, de la diffuser, de la partager, de la réutiliser, apparaît en toute première fois dans les travaux de Price, lorsqu'il analyse l'évolution de la pratique scientifique avec son fameux ouvrage Science, Big Science. C'est à ce moment-là que la notion de données de la recherche, research data, est abordée pour la toute première fois. Alors, en même temps, c'est quand même une question qui est vite évacuée, puisque l'emphase à ce moment-là est quand même portée sur les publications, sur le nombre d'articles et de revues qui sont produites et qui atteignent un chiffre tel que la notion de données est quand même assez vite évacuée. Et elle ne sera finalement reprise que par Gibbons, avec ses travaux célèbres dans les années 90, autour du mode 2 de la science, ce moment où la science s'accélère, ce moment où on avance la notion de révolution scientifique et surtout ce moment où on se rend compte que la science est de plus en plus internationale, globalisée. Et autour de cette science internationale, globalisée, eh bien, il ne suffira plus de parler de publications et de revues, de diffuser, d'échanger, de collaborer autour de ces documents-là, mais il faudra étendre les collaborations, le travail coopératif, collectif, compétitif également, autour des données. Et puis, finalement, c'est le web, c'est Internet plus particulièrement et le web plus spécifiquement, qui vont avancer de manière très affirmée et sans aucun détour la notion de données de la recherche, notamment à travers les notions de science 2.0 et puis aussi la notion de e-science qui est très utilisée dans les travaux anglo-saxons et qui a été portée véritablement par le fameux ouvrage publié en 2009, le 4e paradigme de la science, qui s'appuierait, cette révolution scientifique qui s'appuierait désormais sur ce qu'avait nommé Dominique Cotte tout à l'heure, cette nouvelle manière de faire de la recherche à partir des données, cette data-driven research ou intensive research data qui permet justement de partir des données pour donner un accélérateur, une accélération à la manière avec laquelle on fait de la science, on la partage, à la manière avec laquelle on peut réutiliser les données des collègues pour poser de nouvelles questions, la manière avec laquelle on va utiliser également des infrastructures de l'informatique, mais aussi des infrastructures nationales, internationales, pour pratiquer une science plus compétitive, plus globalisée, plus internationale et plus rapide, plus accélérée. Alors, ce mouvement-là que j'ai essayé de représenter à travers cette figure participe de la notion d'open science, qui est beaucoup plus large que la notion de open access, qui est finalement réduite à la notion de publication, aux revues, à travers ces deux mouvements, Gold, Green, mais qui dépasse justement la publication pour en prendre en charge les données et qui va les prendre en charge complètement, c'est-à-dire à travers les infrastructures, à travers les pratiques, à travers l'évaluation, j'y reviendrai, et aussi qui va les envisager comme des éléments que l'on va partager avec le citoyen. Donc on ne va pas seulement partager avec dans l'espace public les publications scientifiques, donc les résultats contextualisés, mais aussi les données et peut-être même les données brutes. Alors,
À travers tous ces concepts, à travers tous ces travaux, à travers tous ces discours, ces récits, il y a quand même une dimension idéologique qui me paraît intéressant de pointer ici, qui est celle d'une manière révolutionnaire de faire la science, qui est portée par un chercheur qui est numérique, virtuel, globalisé, très compétitif, et qui va justement intégrer des manières de faire qui sont très computationnelles, c'est-à-dire que le chercheur ne va travailler qu'à travers des outils techniques, des infrastructures techniques, beaucoup d'informatique. La notion de digital humanities, d'ailleurs, est intégrée dans ce discours-là, et il va forcément produire beaucoup de données, quasiment en permanence, les valoriser en permanence et les partager et réutiliser celles de ses collègues. Donc, pas de science sans données, et ce qui est intéressant également, c'est de voir que ces discours politiques, que ces discours scientifiques parfois également, voire idéologiques, sont souvent portés sur cette rentabilisation de la science, ce retour sur investissement et ce lien science-société. Alors, en même temps, on s'aperçoit que ces données-là, les données produites par des communautés de chercheurs, deviennent des enjeux autour desquels s'organisent différents acteurs, acteurs politiques, mais aussi éditeurs scientifiques, mais aussi bibliothèques, mais aussi nouveaux acteurs du web, des startups, qui vont proposer des outils, des services, des modèles d'affaires, des modèles de publication, des modèles de diffusion, et autour desquels on va parler aussi enjeux économiques, rentabilité, chiffre d'affaires. Et le point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'on va aborder les données de la recherche, telles qu'elles vous ont été présentées ce matin, de la même manière et avec les mêmes schémas, avec les mêmes modèles que les publications scientifiques. Ça veut dire que l'on va mettre données de la recherche et publications scientifiques au même niveau et on va les considérer de la même façon. Et là, vraiment, c'est un point qui est un point d'achoppement sur lequel je reviendrai, puisque comme vous avez déjà entendu et comme vous allez le voir, un chercheur, un collectif de recherche, un projet de recherche ne va pas du tout considérer ces données au même titre que ces publications. Alors, ce qui est intéressant également, c'est de voir que dans ce cycle très détaillé de la recherche, qui a été publié dans un travail en 2010, ce qui est intéressant, c'est de voir que les prescriptions qui vont être proposées vont s'introduire dans l'écologie même du cycle de vie de la donnée de la recherche. Et que, de fait, on va s'introduire dans, finalement, la cuisine interne du chercheur, dans sa manière de faire de la recherche au quotidien, dans son laboratoire, dans sa manière de penser. Et on va situer ces prescriptions, comme on le disait ce matin, très en amont, c'est-à-dire qu'au moment même où l'idée de la question de recherche apparaît. Et c'est une forme de taylorisation finalement de la recherche scientifique, puisque le chercheur qui apprécie d'avoir cette liberté de pouvoir trouver des choses par hasard, produire des données qu'il n'a pas prévues éventuellement, modifier un petit peu sa question de recherche, insuffler une originalité, avoir la liberté d'aller justement vers une originalité, va devoir anticiper sur tout, y compris sur ce qu'il n'a pas prévu. Et c'est là que cela pose question. Et par ailleurs, on va voir que cette introduction, cette intrusion finalement dans son travail intime de recherche va se jouer autour de trois activités principales. Open data, diffuser les données au grand public sans aucune barrière à l'accès, réutilisation et partage. Alors, de fait, pour les communautés de chercheurs, tout domaine confondu, et pour les SHS également, puisque cette question est valable aussi pour les communautés SHS, s'agit-il d'envisager cette invitation pour certains, cette injonction pour d'autres, d'une chance, d'une opportunité, ou s'agit-il d'une niche? Est-ce que les données de la recherche sont dans le secteur de l'édition scientifique, de la publication scientifique, de la recherche scientifique, qui est de plus en plus gestionnarisée, on l'avait vu tout à l'heure, une niche autour de laquelle on va essayer justement de penser une science qui est de plus en plus rentable, de plus en plus accélérée et de plus en plus au service d'une prospérité économique.
Alors, à côté de ça, les politiques de recherche, même si les toutes premières sont apparues dans les années 50 et étaient très très ciblées sur certains domaines, je pense en particulier à la physique qui a été pionnière, hein, qui a eu besoin de penser l'organisation de ces données bien avant les autres, indépendamment des efforts de Codata, par exemple, dans les années 60 et qui se prolongent à ce jour, eh bien les prescriptions, encore une fois, ont été extrêmement liées dans les années 2000, à celle de la publication scientifique, à celle du mouvement d'open access à la publication scientifique, puisqu'on voit que les appels de Budapest, de Berlin, ainsi de suite, ont intégré à côté des publications la question des données de la recherche au même titre et à chaque fois avec les mêmes prescriptions valables pour les données, pour les publications. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on va voir que ces prescriptions vont s'étendre comme une tache d'huile au niveau européen et puis au niveau plus largement nord-américain, et que finalement, pour prendre quelques exemples que je vous montre là, les agences de moyens, les agences qui financent, ce qu'on appelle les agences de financement de la recherche, l'ANR, l'équivalent de l'ANR en Allemagne, Horizon 2020, le UK Research Council par exemple en Grande-Bretagne, se calent tous sur les mêmes prescriptions autour des données de la recherche pour lesquelles ils demandent les mêmes choses, c'est-à-dire des plans de gestion de données, les data management plans hein, dont on avait parlé tout à l'heure, mais aussi, et en particulier, l'obligation de gérer la donnée, je dirais, sur la totalité du workflow, c'est-à-dire en amont et complètement en aval. Alors, vos données, il va falloir bien sûr envisager dès l'amont la manière avec laquelle vous allez les gérer, mais vous allez également devoir les décrire pour nous permettre de les rechercher. Vous allez devoir faciliter leur accès, voire leur citation, hein, n'est-ce pas ? C'est pour ça qu'on va développer en particulier en sciences humaines et sociales des outils comme les Data Documentation Initiative, les DMP, hein, les Data Management Plan, les TEI pour décrire les données. Et puis aussi, on va vous proposer des infrastructures, des services, des outils, des instruments pour vous aider à les partager, à les relier, pour faire du data mining, et puis aussi les archiver, les héberger et les archiver. Donc on va vous fournir les infrastructures. Donc, comme je vous le disais, autour des données de la recherche, il y a l'injonction politique, mais aussi les infrastructures techniques qui sont parfois construites par les communautés elles-mêmes, mais parfois également construites par les acteurs politiques, voire les acteurs économiques, puisque on va voir aussi que les éditeurs s'y mettent. Et typiquement, par exemple, sur le portail Re3Data, qui est le portail qui recense les archives de données dans le monde, on voit aujourd'hui, précisément, j'ai vérifié hier soir, que pour les SHS, nous avons aujourd'hui plus de 700 archives de données disponibles pour les communautés SHS, qui sont parfois mises en place par les communautés, parfois mises en place par des universités, par des établissements de recherche, à la disposition des chercheurs SHS pour qu'ils puissent venir déposer des jeux de données à partager, à diffuser, et qui sont bien sûr en libre accès. Alors, un autre élément, rapidement, c'est que, typiquement, un exemple de revue, mais pas de revue d'articles, mais de revue d'articles de données. Donc, nous ne sommes pas sur des journals, hein, des data journals avec des data papers. Typiquement, c'est le cas de Brill, qui vient de lancer une revue. Et c'est complètement en résonance avec ce qui se fait depuis plusieurs années déjà dans les domaines scientifiques et médicaux, puisque nous avons aux côtés des revues scientifiques classiques, je dirais, des revues de données qui publient des articles de données qui sont cités, qui sont intégrés dans les bases de données internationales et ainsi de suite. Nature le fait, Springer le fait et bien d'autres. Et nous avons aussi des acteurs du web, des startups, par exemple MyExperiment ou Figshare, qui sont des outils venus du privé et qui proposent aux communautés de chercheurs de traiter, partager, travailler autour de leurs données. Et très récemment, c'est vraiment quelque chose de très récent, on a vu l'université d'Humboldt qui vient de contracter un partenariat avec Elsevier pour mettre la mise en place d'une plateforme dédiée aux chercheurs d'Humboldt, qui est la plateforme dans laquelle les chercheurs d'Humboldt vont traiter,
vont déposer, traiter, partager la donnée entre eux au sein des projets. Et lorsque le projet est fini, qu'il est question de diffuser ses résultats, eh bien, il n'y aura plus qu'à appuyer sur un bouton et les données seront ouvertes à plus largement que le collectif en lui-même. Donc, ce qui était intéressant, c'est de voir aussi comment tous ces acteurs s'organisent, contractent des partenariats entre eux, parfois, autour de ces données-là, et que, bien sûr, derrière, il y a des stratégies, des intérêts pour les uns et pour les autres. Alors, concrètement, lorsqu'on s'adresse aux communautés de chercheurs, eh bien, cette figure qui est très représentative de la réalité de la diffusion des données dans tout domaine confondu et en SHS en particulier, montre que les données, en fait, sont très valorisées les 5 premières années qui suivent un projet de recherche. Et puis, à mesure que le temps passe, eh bien, ces données disparaissent. Alors, ces données disparaissent, pourquoi? Parce que, justement, la diffusion, la réutilisation, le partage des données ne fait pas du tout partie des réflexes naturels ou des manières de faire ou des pratiques, je dirais, quotidiennes du chercheur. J'irai même plus loin, en m'appuyant sur un état de l'art et en m'appuyant sur les études de terrain que nous menons collectivement avec des collègues, c'est le dernier de leurs soucis, puisque l'emphase pour le chercheur, c'est justement de publier les résultats, donc d'aller soumettre des articles qui font état de leurs résultats et des articles qui soient dans les meilleures revues possibles. Par ailleurs, la gestion des données, sur laquelle justement la prescription est très forte, est finalement pratiquée un peu chacun à sa manière, chez soi, dans sa cuisine justement. Et il n'est pas rare que les données disparaissent avec le départ du doctorant, du postdoc, qui part avec son ordinateur et ses données. Il n'y a pas toujours de plan de gestion de données, même maison, je dirais, hein, parce que les plans de gestion de données qui sont prescrits par les politiques et les agences de moyens, eh bien, ils sont normalisés. Il n'y a pas forcément des plans de gestion ad hoc qui sont proposés. Et donc, les données sont très importantes au moment où on fait la recherche, au moment où on valorise ses résultats, et puis perdent de l'importance au fur et à mesure que le temps passe et qu'on passe à une autre recherche. Parce que le chercheur est toujours dans, justement, le workflow de la nouvelle question qu'il doit poser. Alors, pourquoi les chercheurs se préoccupent si peu des données et pourquoi ils ne partagent pas, c'est là que je vais plus loin, ils ne partagent pas forcément les prescriptions qui leur sont proposées. Alors, d'abord, pour résumer ce qui a été dit ce matin, parce que la question de la donnée, de qu'est-ce que c'est que la donnée, est une question à part entière et elle peut faire elle-même l'objet d'une recherche. C'est, pour citer Christine Borgman, une des spécialistes de la question. Et que la donnée, selon le contexte dans lequel elle est produite, selon la question de recherche à laquelle elle a répondu, selon la nature des projets pluridisciplinaires ou pas, spécialisés ou pas, selon les méthodes, selon les pays, etc., n'a pas le même statut. Et donc définir la donnée est très problématique, la caractériser également. Alors, en termes d'infrastructure, pour certains chercheurs, lorsqu'on leur parle d'infrastructure, ils les pensent parfois comme des infrastructures idéologiques, c'est-à-dire cette obligation de partager, de diffuser, de révéler ce qu'ils ne souhaitent pas révéler, ne serait-ce que pour des raisons de compétition et de concurrence entre eux. Parce qu'en termes de temps, gérer ces données, partager ces données, c'est extrêmement chronophage également. Et que, faute de temps, on préfère publier ces résultats, puisqu'on est valorisé à l'aune de ces résultats. Et puis, parce qu'on trouve que les plans de gestion de données, par exemple, sont extrêmement normalisés et très génériques. Alors, très rapidement, c'est un exemple que je vous donne là pour un chercheur dont les recherches sont financées par différentes instances. Et vous voyez là, entre cette prescription et celle-là, tout va bien. Entre celle-ci et l'autre, déjà il y a contradiction. Ce qui signifie qu'à mesure que ces recherches sont financées par de nouvelles agences de moyens, il doit constamment changer ses manières de faire pour la gestion de ces données. Ce qui veut dire que le chercheur doit énormément investir en temps, en compétences, en connaissances pour s'adapter à la pluralité des acteurs auxquels il doit répondre. Et comme me disait un chercheur lors d'un entretien récemment,
We are lost in prescription. Donc, voilà. Alors, les motivations et les leviers, eh bien, je vais aller très vite. Elles se retrouvent au niveau des concordances au moment où cette diffusion des données, ce partage des données, cette publication des données retrouve les attributs, les critères d'évaluation qui sont imposés aux chercheurs, notamment le facteur d'impact ou les altmétriques qui montent en charge dans l'univers d'évaluation. C'est-à-dire que là où les chercheurs sont obligés, prêts, plus motivés à aller partager des données, indépendamment des normes culturelles qui existent dans leur discipline, c'est lorsqu'on leur dit l'article de données que tu vas pouvoir publier va être publié dans une revue indexée bénéficiant d'un facteur d'impact. Et là-dessus, les chercheurs vont avoir une motivation, je dirais, supplémentaire qui va dans le sens de ces infrastructures qui portent justement infrastructures technologiques, puisque le Web of Science, les altmétriques, ce sont avant tout des plateformes numériques, technologiques, des infrastructures qui portent en elles cette dimension politique. Alors je cite un petit peu mon collègue Pascal Robert, et qui incitent les politiques à les prendre en compte pour mieux gérer, mieux contrôler, mieux évaluer ces communautés de recherche, leur manière de travailler dans la totalité, dans la transversalité de leur workflow, à partir même de leur cuisine interne. Et c'est là-dessus que les concordances se jouent, malheureusement, y compris pour les SHS. Encore plus, je dirais, pour les STM. Alors, pour finir, il ne s'agit pas d'aller dans des fausses routes, d'être dans les big data, et big is not beautiful, pas toujours en tout cas, et d'être dans ce que Barend Mons, un spécialiste et puis membre de la Commission européenne autour des données, qui avait fait une très intéressante intervention, qui avait dit le but, ce n'est pas d'aller vers ces ridiculogrammes qui consistent à vouloir tout avoir, tout enregistrer, tout relier, tout mettre en visibilité, tout partager, tout réutiliser. Ce n'est pas ça, parce que sinon on va se retrouver dans une science qui s'appauvrit finalement, dans des questions de recherche qui ne sont pas originales finalement, parce que la science est quand même des questions de recherche originales, stimulantes, qui font avancer les choses, mais plutôt dans quelque chose de construit qui véritablement devient une opportunité pour la recherche, pour la manière de la penser, pour les nouvelles questions de recherche et la manière de les penser. Et pour citer le Call for Action d'Amsterdam, que Dominique Cotte a cité ce matin, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction des communautés de chercheurs. Et la réaction des communautés de chercheurs a été de dire, c'est bien, on continue à s'intéresser à l'open access, au Gold en particulier, puisque le Call for Action d'Amsterdam est très tourné vers le Gold. Mais peut-être que l'emphase aujourd'hui, le plus urgent, c'est de penser à une culture des données qui soit intégrée au sein de la discipline, c'est-à-dire former nos jeunes chercheurs à prendre en compte les données, à savoir les gérer, au sein même de la discipline, à partir des compétences que l'on peut développer dès la thèse, pour que ce soit non pas une injonction, mais véritablement un savoir-faire qui soit au service de la science et non pas d'une injonction politique. Voilà. Je voudrais revenir sur ce que tu faisais remarquer à propos de ce sentiment d'intrusion dans la cuisine interne. Alors, parce que comme je pense qu'on est un petit peu interdisciplinaire là dans le public, est-ce qu'il y a des différences de culture en fonction des disciplines? Est-ce qu'il y a des disciplines pour lesquelles c'est plus facile d'ouvrir la porte à cette cuisine interne ou pas? Est-ce qu'il y a ces différences culturelles là en tout cas? Alors oui, tout à fait. Parce que, par exemple, plus on va vers les sciences sociales, plus la culture autour des données est plus développée et plus on est réceptif, par exemple, à la possibilité de les partager ou de les réutiliser. Je pense, par exemple, à la psychologie, qui est peut-être la discipline la plus science dure des sciences sociales aussi, qui est la plus calée sur les pratiques des sciences, on va dire, et qui est beaucoup plus positive, finalement, par rapport à la question de l'open research data. Plus on va vers les sciences humaines, et je pense qu'on l'a vu avec l'intervenante précédente, moins les pratiques sont
répandues, et je dirais même moins les connaissances autour de ces questions-là sont répandues également. On est en train de faire une étude, actuellement on est en train de faire un terrain, et ce qui est intéressant de savoir, de voir, c'est que lorsqu'on parle des données aux chercheurs en sciences humaines et sociales, mais pas seulement, eh bien ils pensent publication. C'est-à-dire que les données sont tellement intériorisées dans leur travail et puis tellement cantonnées à l'espace privé du chercheur finalement qu'elles n'arrivent même pas à émerger dans l'échange et dans la discussion. Alors cela dit, ce qui est compliqué autour des données, et surtout on les aborde, vous avez pu voir, souvent à partir de la question des projets de recherche, les projets de recherche sont souvent pluridisciplinaires. C'est-à-dire ancrés dans une discipline, mais associant d'autres collègues, d'autres disciplines, d'autres compétences. Et de fait, ce qui est compliqué avec les données produites issues de ces projets finalement pluridisciplinaires, c'est justement d'aller caractériser une donnée qui ne va pas avoir le même sens pour une discipline ou pour une autre. Et c'est là que la complexité va s'exacerber encore plus. Mais en même temps, paradoxalement, c'est au sein de ces projets, et dans le cadre de ces projets, que l'on va être justement obligé, si on veut être retenu, si on va être bien évalué, de fournir un DMP, un Data Management Plan, et d'aller déposer ces données dans une archive de données à l'issue du projet, et ainsi de suite. Moi j'ai une question. Enfin, à la fin, vous avez terminé en disant qu'il fallait donner une culture aux chercheurs, donc à la fois aux jeunes chercheurs, mais aussi aux chercheurs confirmés. Sachant que les pratiques sont quand même très différentes dans les disciplines, comment on pourrait faire, ou qu'est-ce qu'il faut faire pour donner cette culture aux chercheurs ? Alors, je pense que le socle préalable, c'est déjà de les sensibiliser à l'importance déjà de bien archiver, de conserver leurs données, parce que ça, c'est un véritable problème qui est d'ailleurs transversal à toutes les disciplines, tous domaines confondus. Les chercheurs s'occupent très très bien de leurs données à leur façon dans leur disque dur. Et quand ils changent d'ordinateur, ils ne transvasent pas forcément tout, surtout s'ils sont passés à une nouvelle recherche. Et de fait, les sensibiliser à ces questions-là, ça me paraît, en termes d'archivage, de conservation, même si l'archivage et la conservation restent dans vase clos, c'est-à-dire au sein du laboratoire, c'est déjà un élément important. La question des compétences numériques et computationnelles pour la gestion, l'organisation, la conservation, c'est extrêmement important également. Et c'est pas forcément dans un but de diffusion. Et j'irai plus loin aussi, c'est la question de l'écologie. Je vous avais montré le cycle de vie de la donnée qui est représenté par son auteur plutôt comme l'écosystème et donc l'écologie de la donnée. Un chercheur aujourd'hui qui travaille aujourd'hui avec cet environnement numérique, ce web qui est de plus en plus ouvert, ce web académique qui est de plus en plus ouvert, effectivement, parmi les valeurs compétences qu'il doit acquérir, au même titre que savoir identifier un bon éditeur, une bonne revue, savoir soumettre un article, il doit savoir de quoi il dispose aujourd'hui, quels sont les outils qui sont à sa disposition et quelles sont les logiques qui courent autour des données, parce que ça, forcément, on y va, c'est la direction qui est prise. Je pense je pense pas qu'elle soit réversible. On va vers un univers où les données vont avoir de plus en plus d'importance. Il est important qu'ils sachent un petit peu le pourquoi, le comment et le quand des choses pour qu'ils puissent être moins naïfs. Parce que typiquement, aujourd'hui, soumettre un article à un éditeur, ce n'est plus un acte anodin par rapport aux données, puisque dans le processus d'évaluation de l'article, il n'est pas rare que l'éditeur ou les reviewers, les référés, puissent poser des questions quant au jeu de données qui accompagne l'article, qu'il soit publié ou pas d'ailleurs, ces jeux de données. Mais de fait, le travail de recherche, le travail de publication, ne se limite pas à l'article, il se prolonge à travers cette compétence et ce savoir-faire autour de la valorisation des jeux de données issus du projet ou de la recherche en question. Et ça, c'est au sein des laboratoires, au sein des communautés, que l'on doit préparer ça.
j'ai eu l'occasion, d'une part, d'encadrer beaucoup de thèses et d'en faire soutenir beaucoup. Je crois que j'étais au moins dans plus de 50 ou 60 jurys déjà. Alors disons dans le domaine sciences d'éducation ou didactique des maths. Et ce que j'ai observé, c'est exactement ce que tu dis, c'est innocemment quand on dit mais vos données, je suis statisticien aussi, donc je suis évidemment extrêmement friand, elles apparaissent jamais, ou très rarement, il faut les réclamer. Quand on est rapporteur, on demande, et puis quand on demande, on dit ah oui mais c'est dans un format, j'ai pas bien bricolé dans Excel. Les gens, on est soi-disant dans la génération native. Moi je suis désespéré de voir que les gens savent pas utiliser un traitement de texte pour écrire leur thèse comme il faut à peu près. Et même Excel, c'est pas vrai, on est du pipeau, c'est du presse-bouton, ça c'est sûr. Là pour les poussettes, d'accord, mais c'est du pipeau, la moindre chose. Donc ça pose tout de suite des problèmes. Dans ce que tu as pointé aussi, j'ai déjà reviewé, comme on dit, comme les Canadiens diraient, reviewé, c'est ça? Oui. Bon, beaucoup d'articles confrontés, les données n'y sont pas. Dernièrement, j'ai reçu, un collègue tunisien m'a écrit et il veut que je coopère à un article parce que ça met en œuvre un domaine d'analyse statistique qui s'appelle l'analyse statistique implicative, dont je suis un peu des spécialistes. Et donc il veut. Alors il a fait une enquête. Il me donne ses résultats, ses traitements. Donc moi je lui dis, donne-moi tes données, parce que moi je ne peux pas vérifier. Ce à quoi il me dit, ah oui, mais c'est un collègue qui a fait le questionnaire sur le terrain, et il veut publier ses résultats, et donc il ne veut pas me donner. Alors comment moi je veux faire quelque chose, co-signer quelque chose à partir de données que de toute façon je n'aurai pas. Donc ça reflète exactement, et c'est spontané, c'est sans méchanceté, mais voilà des témoignages qui corroborent, et on n'est pas encore là. Alors le dernier truc qui m'a plu, je ne connais pas du tout l'anglais, mais missing data, c'est l'idée d'oublier, c'est ça, de perdu. Perdu, oui. Voilà. Et je pense que ça, c'est lié aussi. J'ai entendu souvent dire « Oh, à partir de 3 ans, 4 ans, de toute façon, c'est obsolète, ça ne veut plus rien dire. » Donc, à mon avis, j'ai toujours pensé que la science se construisait par capitalisation. Sinon, on serait encore en train de penser que faire du bâton si on le ramène à la caverne ou pas. Donc, on a bien capitalisé quelque chose du passé. Et je pense que ces oublis, c'est vrai, j'observe, les gens ne pensent pas aller chercher des données des autres. Alors, elles ne sont pas à la disposition, mais quand elles y sont, qu'est-ce que j'en fais? Et donc, je crois que c'est aussi cette grande... En tout cas, dans le monde de l'éducation, au moins, je vais dire, c'est la permanente découverte... Alors, hier, j'ai dit l'eau chaude, je m'étais trompé, c'est l'eau tiède qu'on découvre. Je pense que cette absence de capitalisation... Et tout ça, ça a à voir avec la reprise de ce que l'homme des cavernes a stocké déjà comme données, et qu'on utilise, et qu'on peut remercier. Et je pense que là, alors évidemment, ça se met sous une forme, et la dernière observation aussi qui me préoccupe, c'est la pérennité. Parce que moi, les pierres sur lesquelles les gens ils ont gravé, ça reste. Mais comme de toute façon l'économie marche avec le truc, vous achetez un ordinateur, vous faites le chèque, de toute façon c'est dépassé. Alors... Qu'est-ce que ça sera, les données sur les supports chez soi? Moi, j'ai des tonnes et des tonnes de disquettes avec des données. Mais heureusement que je conserve les trucs depuis les années 60, enfin 80, pour pouvoir lire en 5 poussins. Comme ça. Sinon, c'est illisible. Tout à fait. Excusez-moi. Ouais. Les dispositifs sont aussi importants que les données, finalement. Parce que quand ils sont obsolètes, on les perd aussi. Oui, bonjour. C'est une question qui va être assez courte. Je voulais juste savoir, pour comprendre un petit peu mieux, vous avez cité a priori des initiatives de boîtes, a priori donc des sociétés privées, qui proposent des services, si j'ai bien compris, d'intelligence autour des données, du coup pour les chercheurs. J'ai noté MyExperiment et Figshare. Du coup, j'ai 2 questions par rapport à ça. Très courte. La première, c'est de savoir est-ce qu'on a quelques retours d'expérience et du coup des
des bons exemples ou des mauvais exemples de collaboration entre unités de recherche et ce type d'entreprise. Et deuxièmement, si j'ai bien compris, c'est plutôt des sociétés américaines ou nord-américaines. Est-ce que vous pensez qu'il y a voilà, une chance de voir arriver aussi ce type de service en France? Voilà, tout simplement. Merci. Alors, effectivement, les communautés de chercheurs se sont véritablement appropriées typiquement ces deux plateformes que je connais le mieux, hein, et qui sont les plus, entre guillemets, les plus populaires. À tel point que plusieurs éditeurs, grands pignons sur rue, avec de grandes marques d'éditeurs, ont carrément intégré ces plateformes dans le comptage du dépôt de jeux de données, de citation, de téléchargement de ces jeux de données, à côté des articles avec lesquels ils sont associés, puisque les communautés, par leur pratique, par leur appropriation, ont d'une certaine façon validé l'intérêt de ces plateformes. Et j'irai plus loin, c'est que ce que disent les chercheurs de l'usage qu'ils font de ces plateformes, c'est qu'elles sont faciles d'utilisation, partagées véritablement et surtout utilisées par leurs pairs. Donc les pairs valident, on va dire, l'intérêt et l'utilité de ces plateformes. Ça leur permet typiquement de travailler autrement qu'avec une Dropbox, puisque Dropbox est l'un des outils les plus utilisés pour le partage des données entre membres d'une même équipe. Donc voilà, ça c'est le premier élément. Effectivement, ce sont des acteurs principalement nord-américains. En France, pour le moment, à part MyScienceWorks, qui pourrait à un moment donné développer un service, des fonctionnalités de ce type-là, malheureusement, je ne vois pas d'autres initiatives qui poindraient, parce que pour le moment, ceux qui dominent, ceux qui ont vraiment grignoté des parts de marché, ce sont les startups, les plateformes nord-américaines. De type ResearchGate, Academia, qui, elles, à un moment donné, peuvent également développer des fonctionnalités de ce type-là. Figshare et MyExperiment sont très, très spécialisées autour des données. C'est leur valeur ajoutée, véritablement. Elles peuvent être rachetées à un moment donné par des éditeurs, clairement. Et le plus inquiétant, je pense, c'est que l'activité qui est enregistrée sur ces plateformes-là, notamment Figshare, est en train de devenir et en train de se réinvestir dans des critères d'évaluation qui vont être ensuite assénés aux chercheurs, à ses travaux et à son activité.